Salut la team, je sais que vous allez bien, chez moi ça va très bien. On se retrouve dans la suite de notre formation sur la data science. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la librairie Panda qui nous permet en fait de faire des traitements de données. Je vous disais en fait que Panda permettait en fait de gérer en fait deux types de données, ce qu'il appelle notamment les séries et les data frames. Et dans la précédente vidéo, nous avons abordé le contexte des séries. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec les data frames. D'accord? Et pour continuer, on va tout simplement venir à la ligne déjà. On va ouvrir, on va lancer une nouvelle cellule. Et dans cette cellule déjà, bon, on va déjà lui donner un nom. OK? On va tout simplement l'appeler en grand caractère data frame. Alors, je vous ai dit précédemment que un data frame n'est ni plus ni moins en fait qu'une collection en fait de plusieurs CD qui partagent la même index, d'accord? Je vous disais en fait que c'est comme l'exemple que nous avons avec une feuille de calcul Excel où nous avons en fait ordonné nos données, voilà, nous avons des colonnes et nous avons un index en fait que nos colonnes en fait partagent ensemble, d'accord? Donc en fait, une feuille Excel là peut être considérée comme un data frame. Et je me rappelle bien qu'on a eu à télécharger un fichier sur Kaggle en fait. Et ce fichier, c'est tout simplement un dataset. Le dataset, c'est tout simplement un stockage de données. D'accord? Donc, le dataset contient un data frame. D'accord? Alors, avant de commencer déjà, il faut savoir qu'un data frame contient trois éléments essentiels. Ce qu'on va appeler les data, voilà, ce qu'on a eu à utiliser ici. On aura les index, de la même façon qu'ici également, on précisait en fait l'index que l'on souhaitait. Et on a tout simplement les colonnes, d'accord? Le data frame nous permet en fait de donner des nominations à nos différentes colonnes, ok? Alors, nous allons créer un data frame, d'accord, dans le même contexte, voilà. Le contexte, en fait, voilà, des classes écoles et tout, tout, tout. Alors, l'idée, c'est tout simplement qu'on va requérir, en fait, pas avec des classes différentes, mais tout simplement avec les mêmes classes d'une école, d'accord? Les notes moyennes, en fait, des élèves sur plusieurs matières. Par exemple, en langue, on va prendre le français, l'anglais, l'espagnol, et on va ajouter les maths et la lecture, d'accord? C'est tout simplement qu'un exemple, d'accord? Et on va supposer qu'on aura, bon, déjà, on va commencer par les index. Et les index, ça sera tout simplement une liste qui va contenir l'ensemble des éléments. Donc, on va tout simplement marquer CP1, d'accord? Ce n'est qu'un exemple. Voilà, on va continuer CP2, d'accord? CE1, CE2, voilà, CM1 et enfin CM2, d'accord? Donc, on va supposer en fait que c'est l'ensemble en fait des classes du primaire, ok? Et ensuite, on va passer en fait à les colonnes. On va tout simplement venir dire en fait col, d'accord? Voilà. Et les colonnes, ce sera tout simplement les langues, d'accord? Donc, on va tout simplement supposer qu'on aura tout simplement ce qu'on va appeler FR, d'accord? Ensuite, on aura AN pour anglais. Ensuite, on aura ES pour espagnol. Ensuite, on aura les maths, d'accord? Bon, là, on va pas abréger plus ce point-là. Donc, c'est une matière, donc on va dire en fait les maths et maths TH, ok? Ensuite, on va tout simplement mettre la lecture. Et on va ajouter aussi l'écriture. Donc, on va mettre en fait écriture ici. Voilà. Donc, on a en tout en fait ça va représenter en fait les lignes en fait de notre data frame. Donc, on aura combien de lignes? Un 2 3 4 5. On aura 6 lignes. Et ça, c'est les colonnes en fait. Donc, les colonnes, on en aura un 2 3 4 5 et 6 également. Donc, on aura en fait un data frame de type 6 x 6. Maintenant, on va générer en fait nos data. Donc, pour les data, on va venir juste faire data ici. D'accord? Et voilà. Et pour le data, en fait, on va importer NumPy. D'accord? Donc, je vais revenir ici. Je vais faire euh, import, tout simplement. Je vais dire NumPy as NP. D'accord? Donc, je vais dire import NumPy as NP. Je vais exécuter cette cellule. Si vous n'exécutez pas la cellule, ça ne sera pas disponible dans la cellule de dessous. Donc, je vais exécuter la cellule correctement. Une fois que ça c'est exécuté, on aura accès à NP ici. Donc, je reviens, je fais np.random.rand. Donc, on va tout simplement générer une valeur
entière, d'accord, comprise, disons, entre 0 et 20, d'accord, et on va lui demander de générer en fait une matrice de dimension 6 fois 6, d'accord, donc il va générer en fait 6 valeurs, 6 colonnes et 6 lignes, d'accord, donc on va revenir, on va en fait taper data ici pour voir un peu, donc je vais taper data et voilà un peu, donc voici en fait les notes qu'il va me générer. Bon, je suppose qu'aucun élément ne doit avoir de 0, bon, c'est pas grave. On va supposer, comme c'est des moyennes générales, on va dire en fait qu'il doit la générer entre 10 et 20. C'est mieux ainsi. Maintenant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit en fait, lorsque vous créez des valeurs randomisées en fait ainsi, les valeurs changent en fait à chaque fois que vous actualisez la page. Donc pour éviter que ces valeurs changent, il va falloir qu'on seed en fait la valeur. Donc on va venir faire np.random.seed et on va seeder sur une valeur aléatoire. Je peux choisir toujours 45 par défaut. Donc si on réexécute, voici la valeur qui correspond au seed de 45. Donc ça va plus changer. OK? Donc une fois qu'on a les data, on va créer maintenant notre data frame. D'accord? Et pour que le data frame, c'est très simple. Voilà, on va lui donner un nom. Ici, je lui donne df comme nom. Et là, je vais dire en fait que ça fait pd.dataFrame. D'accord? Donc, on va utiliser en fait data frame ici. Et on va lancer. Donc, le data frame en fait va prendre ces trois valeurs individuellement. D'abord, on va lui passer la data ici. Donc, on peut dire data égale à data. D'accord? Et après, on peut lui passer la colonne. Donc, on peut dire columns égale à calls. Quand on va afficher df, juste pour voir, on empile. Et voici un peu ce qui nous sort. OK? Et là, en fait, vous voyez que pour les index, il a donné des index numériques puisque on lui a pas indiqué en fait qu'on veut des labels comme index. D'accord? Donc, il numérise en fait les index avec 0 à n. D'accord? Donc, on a 0 à 5 pour 6 valeurs. Donc, maintenant, on va lui préciser qu'on veut en fait qu'il prenne en fait ça comme index. Donc, on va venir là et lui dire que point index. D'accord? Donc, on va lui dire que là, on peut ajouter ça ici, index. On veut dire que index ici est égal à juste ça. Mais bon, là, il va falloir que je change un peu le nom. Donc, je vais ajouter un S à mon index et je vais le référencer ici. Et là, si je l'exécute, je vais venir ici, je vais dire que affiche-moi df à nouveau. Et là, quand je vais exécuter, voilà ce qui ça sort. Donc, il a actualisé, il a tout simplement placé les index en fait numériques par des index étiquetés. Donc, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. D'accord? Donc, ça fonctionne. Donc, on pouvait également ajouter index ici par-dessus. On pouvait passer juste index ici. Voilà. Et on va le passer ici. Donc, là aussi, ça revient à la même chose. Donc, là, on va commenter cette ligne. Voilà. Et lorsque vous allez exécuter, ça ne change rien du tout en la structure. Donc, la structure reste la même. On a des index, on a des colonnes, on a des données. D'accord? Voilà. Donc, voici en fait notre tout premier data frame que l'on vient de créer. Maintenant, nous allons passer à quelques méthodes et attributs du data frame. Panda en fait dispose de plusieurs fonctions en fait pour gérer les data frames. D'accord? Alors déjà, la première fonction que nous allons voir ensemble, ce sera la fonction info. La fonction info de Panda va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des informations assez globales en fait sur votre data frame. D'accord? Donc, il suffit de taper df.info, voilà, et si vous le lancez, oups, attention, info c'est sans S, d'accord? Donc c'est info sans S. Ok, donc là, il nous affiche en fait notre dataset en tout, puisque c'est un dataset assez minime, ok? Donc voilà, on voit déjà en fait la totalité en fait de notre dataset. On va utiliser cette fonction, ou du moins cet attribut avec le dataset qu'on a eu à télécharger tout à l'heure, d'accord? Après info, vous avez déjà les attributs comme columns par exemple ici, qui va nous retourner l'ensemble des colonnes en fait de notre dataset. On a également index qui va nous retourner les index en fait de notre dataset. Après index, on a une fonction assez cool, la fonction heat. La fonction heat en fait va vous permettre d'avoir la représentation des 5 premiers éléments en fait de votre dataset. Alors on peut lui passer en fait une valeur qui sera le nombre d'éléments qu'on souhaite voir affiché. Par défaut, il affiche les 5 premiers éléments, mais on peut lui demander d'afficher moins que ça, par exemple 3. Voilà. Ou encore, on peut lui demander d'aller bien plus que ça, par exemple à 13. Mais comme on n'a que 6 éléments, il va se limiter à 6 dans ce cas. Donc, après la fonction hit, on a la fonction tails, qui est le complément de hit, qui veut dire en fait que.
Et Tails, en fait, va nous afficher les 5 derniers éléments, en fait, de notre dataset. Donc là, en fait, il commence à partir de CP2 pour venir. Par défaut, également, il n'affiche que les 5 premiers, mais on peut demander d'afficher beaucoup moins, 3 par exemple, ou encore plus, comme tout à l'heure, 13. Et là, il affiche en fait l'ensemble de notre dataset, puisque le dataset elle-même contient seulement 6 lignes. Alors, après ça, on aura un truc assez cool. On aura déjà la shape, d'accord? La shape, en fait, va nous retourner, en fait, la dimension de notre dataset. Et là, il dit, en fait, qu'on a un dataset de 6 par 6. Vous voyez, en fait, que là, il n'a pas compté l'index et la colonne. Donc, il a juste pris juste ces éléments-là et ça. Donc, ça fait 6 colonnes, en fait, et 6 lignes. D'accord? Donc, vous pouvez demander, en fait, la dimension de votre dataset avec shape. Une fonction que vous allez beaucoup utiliser, c'est la fonction describe. D'accord? La fonction describe, en fait, elle va vous permettre, en fait, d'avoir une description, en fait, de votre dataset. Donc là, vous voyez déjà comment est-ce qu'il va afficher. Donc, vous voyez, il nous afficher ici, en fait, voilà, le compte total. Il nous dit là on a six lignes, en fait, de français. On a 6 ici, voilà. La moyenne, en fait, en français de l'ensemble des classes, en fait, ici, fait 16,5. La moyenne en anglais, 12. La moyenne en ça fait 15. En espagnol, en maths, 15. Et en lecture, 16. En écriture, 13. Voilà. Donc là, en fait, l'écart type, il nous dit que ça fait 2 dedans. En fait, il nous donne en fait une description en fait statistique de notre dataset avec le minimum et les quartiles. Donc là, on a le 25%, 50%, 75%. Et on a également le max en fait de notre dataset. Accompagné à describe, en fait, on a transpose, d'accord? Et transpose, en fait, va vous permettre, en fait, d'inverser, en fait, les lignes et les colonnes de votre description. Voilà. Donc là, en fait, on a les colonnes qui deviennent les lignes et les lignes, les colonnes. Donc souvent, en fait, ça facilite la lecture. Donc, ça contient de le savoir et de garder ça tout simplement dans votre arsenal. D'accord? Alors, après transpose, on va tout simplement voir quelques fonctions. On a des fonctions en fait de tri, par exemple. On peut déjà commencer à trier, par exemple, nos valeurs selon une colonne, par exemple. Là, par exemple, si je vais venir faire point sort value, je vais faire, vous allez voir, on va lui demander en fait de trier les valeurs et il va nous demander en fait par quoi est-ce que nous souhaitons trier la valeur. Euh, on va lui passer en fait un élément, par exemple, on va dire en fait le tri selon par français. Là, il va tout simplement trier. Non, il faut que je mette carrément le nom de la colonne correctement. Donc là, en fait, il trie en fait du plus petit au plus grand, voilà, par ordre ascendant. On peut tout simplement utiliser l'attribut ascending, d'accord, voilà, c'est écrit juste comme ça, ascending. Et on va le passer à false pour dire en fait qu'on veut qu'il trie par ordre décroissant. Donc si on lance, vous allez voir qu'il va commencer par 19, 18, 17 et tout, tout. Ok, donc vous pouvez également trier sur plusieurs valeurs et pour ça, vous allez passer juste ici en fait une liste, d'accord? Donc là, on utilise tri d'abord en français et ensuite, je veux que tu utilises comme deuxième élément de tri les maths. D'accord? Donc, tu vas trier d'abord selon la colonne des français, puis c'est la première colonne qu'on lui passe. Et après, tu vas trier selon en fait les maths. D'accord? Donc, il va en fait faire le tri dans les deux sens. Donc, après shape, après sort value, on aura la méthode count. D'accord? La méthode count, en fait, va tout simplement compter les éléments que nous avons. Donc là, en fait, il va compter par colonne. Il nous dit en fait que là, en français, on a 6 éléments. En anglais, on a 6. En espagnol, on a 6. En maths, on a 6. En lecture, on a 6. En écriture, on a 6. Donc là, en fait, on a ce qu'on va appeler des données parfaites. La méthode count, en fait, va vous permettre, en fait, dans certains datasets, ce qu'on va appeler les données réelles, c'est des données qui viennent du monde réel, en fait, d'avoir, en fait, des informations sur votre dataset, d'accord? Vous allez voir, en fait, quelles sont, par exemple, les colonnes qui ont beaucoup de données manquantes, de données erronées et pas compatibles du tout. Après la méthode count, vous avez une méthode qui est dans le même contexte. On a count value count, d'accord? Donc, on a la méthode value count. Et value count, en fait, lui, c'est un peu compliqué à utiliser ici, puisque si on le lance, regardez ce qu'il va nous faire. En fait, cette méthode-là est utilisée en fait pour faire des comptes en fait, sur des variables qualitatives, d'accord? Par exemple, en fait, si on avait euh, une colonne de sexe, on pourrait faire le compte en fait de la moyenne par sexe, c'est tout simplement pour les hommes et les femmes. Donc, il allait compter dans ce sens-là, d'accord? Ou on peut tout simplement en fait compter des valeurs qui se répètent, tout simplement. Si par exemple on avait par exemple des élèves, en fait, on pouvait compter combien de fois est-ce que chaque élève apparaît pour chaque colonne en fait de notre dataset, d'accord? Mais là en fait, c'est pas du tout facile à comprendre puisque on a juste des lignes uniques qui se répètent, voilà. On va utiliser ça en fait avec le dataset, vous allez voir que c'est plus facile à comprendre, d'accord?
Alors, après ça, on peut tout simplement utiliser des méthodes statistiques comme min, max et autres. Voilà, on peut faire min ici. Voilà, et si vous lancez, il va vous afficher en fait le minimum en fait pour chaque colonne. Voilà, vous pouvez faire également max, min, tout ça. Donc, ça marche. Je vous ai dit en fait que tout ce qu'on a utilisé dans NumPy en fait s'applique ici. Voilà, donc c'est facile. On a en fait la méthode core pour faire la corrélation en fait entre les différentes variables, voilà, voilà, de notre data frame. Par exemple, là, on a une corrélation parfaite, voilà, entre le français c'est 1, c'est normal. Français-anglais, la corrélation est faite, français-espagnol également. Mais par contre, en français et en maths, il y a une très bonne corrélation, allant à 50%. En lecture, une très bonne corrélation. Voilà, donc voilà un peu. On peut déjà voir un peu la corrélation qu'il y a entre nos différentes variables. Bien évidemment, ça, c'est des données de test. Voilà, donc c'est juste des données factices. Donc cette corrélation est totalement fausse. Voilà, il n'y a pas vraiment de données réelles à l'intérieur. Mais l'idée, c'est de savoir qu'il y a une fonction en fait qui vous permet d'avoir la corrélation de vos différentes variables. Et ça va nous être très utile là pour la suite, hein. Soyez tranquille. OK? Alors, après ça, maintenant, je pense que euh, on va passer maintenant à des données réelles. Donc, avant de se lancer, on va revenir en fait sur Kaggle. Donc, je vais ouvrir Explorer. Voilà, Edge. OK? Voilà. Donc, je vais lancer kaggle.com. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous montre en fait le dataset qu'on a eu à télécharger. Et une fois que vous arrivez sur Kaggle, vous allez vous connecter, voilà, vous allez faire tout. Et dans la recherche ici, vous allez juste venir rechercher type, voilà, donc pour voir en anglais. Voilà, donc c'est type ici, vous allez lancer. Et il va faire la recherche. Une fois que la recherche est effectuée, vous allez venir tout simplement dire que vous voulez seulement les jeux de données. Donc vous allez tout simplement sélectionner ici. Et quand vous allez cliquer, là il me dit que quelque chose s'est mal passé, on va actualiser. Et voilà, donc là il nous affiche ça. D'accord, donc en version de Edge traduit automatiquement les pages. Et lorsque vous allez revenir ici, alors vous allez juste glisser, vous allez chercher un Seed Restaurant Tips dataset. Donc c'est ce dataset là qu'on a téléchargé. D'accord? Mais pour ceux qui étaient là, on va juste afficher le dataset et je vais vous apprendre en fait à lire un peu comment à lire la documentation d'un dataset. Parce qu'en fait, lorsque vous téléchargez un dataset, il est souvent utile en fait de comprendre un peu comment est-ce que les données voilà, sont voilà, ordonnées à l'intérieur. D'accord? Donc, lorsque vous allez arriver ici, voilà, il va tout simplement vous décrire le dataset. Bien sûr, c'est en anglais. Le site même est en anglais. Voilà, vous pouvez tout simplement la convertir. Voilà, ou tout simplement, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez comprendre. D'accord? Voilà, donc on va tout simplement lancer la traduction. Voilà, pour pouvoir la lire ensemble. Et là, simplement, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit simplement que ce jeu de données, dataset en anglais, ce jeu de données, est une version améliorée du jeu de données français d'origine, souvent utilisé dans les didacticiels d'analyse de données et apprentissage automatique, hein. Le jeu de données d'origine contient des informations sur les facteurs payés, sur les factures payées par les différents clients d'un restaurant, ainsi que les pouvoirs donnés, la taille du groupe et d'autres informations connexes. Ok? Et dans cette version améliorée, nous avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités mises à l'échelle des colonnes numériques et renommées en fait des colonnes existantes pour plus de clarté. Voici les fonctionnalités incluses dans ce jeu de données. Donc, voici les différentes colonnes en fait qu'on aura dans notre dataset. On a en tout 15 colonnes. Donc, on a le ID, identifiant unique pour chaque ligne. On a le total bills amount, sa facture totale en fait, le coût du repas. Et c'est échelonné entre 0 et 1. Donc, c'est tout simplement une valeur à échelle. On a tout simplement le montant en fait du pouvoir échelonné entre 0 et 1, le sexe, hein, que ce soit homme ou femme, voilà. On a fumeur, si la personne est fumeur ou non. On a le jour de la semaine où la personne est venue, on a l'heure du repas, on a tout simplement la taille du groupe, hein, on a le montant total de la facture divisé par le groupe de personnes. Voilà, c'est tout simplement la partie que chaque personne a payée. On a le pourboire en fait en pourcentage et on va tout simplement une valeur booléenne qui indique si le repas a eu lieu un week-end ou pas. D'accord? Donc le week-end c'est samedi ou dimanche, ou tout simplement un autre jour. Là, il nous indique en fait, si vous voyez la valeur 1 dans cette colonne, ça veut dire en fait que c'est le samedi et le dimanche. La valeur 0, c'est tous les autres jours de la semaine, sauf le week-end. D'accord? On a le mail time en fait, voilà, qui dit en fait s'il s'agit d'un dîner ou pas. D'accord? Et là, il nous dit en fait que la valeur 1, c'est pour un dîner et la valeur 0, c'est pour un déjeuner. Et là, on dit en fait indicateur si la personne est smoker ou pas. Donc, si la personne fume ou non. Donc, non-fumeur pour 0 et fumeur pour 1. D'accord? Le sexe binaire et indicateur binaire du sexe de la personne 1 et 0.
On a tout simplement le type à personne, le montant de pouvoir divisé par la taille du groupe mis à l'échelle. Donc déjà, à partir de là, on peut déjà comprendre un peu nos données, savoir en fait qu'est-ce que nos données contiennent et qu'est-ce qui... Donc à partir de là, déjà, on comprend un peu mieux nos données. Déjà, on sait combien de colonnes est-ce qu'on a dans nos données en tout. Voilà. Et là, il nous affiche un peu un aperçu de ça. On peut voir un peu, voilà, les contenus de ça ici jusqu'à la fin. D'accord? Donc, on va garder cette page toujours ouverte. Voilà, et on va se retrouver sur Visual Studio Code pour importer cela. Voilà, et pour ceux qui ne l'avaient pas téléchargé, j'oubliais déjà, cliquez juste sur télécharger. Après, vous êtes inscrit à Kaggle et tout, voilà, vous allez télécharger ce dataset là. Et normalement, vous devez avoir un fichier zip. Donc, si vous lancez le téléchargement, je télécharge à nouveau pour vous. Voilà, donc, voilà, il va tout simplement venir ici. Vous allez ouvrir le fichier. Et là, normalement, vous tombez en fait sur tout simplement un fichier type CSV. D'accord? Donc, vous allez venir dans le téléchargement ici, vous allez décompresser le fichier. Donc, moi, je vais venir juste ici. Je vais venir faire extraire tout. Donc, je vais l'extraire dans Archive 3. Ça ne me dit rien du tout. Voilà. Je vais l'extraire ici. Bon, en fait, je vais tout simplement la mettre dehors. Tout simplement, je préfère carrément qu'il soit dehors. Donc, je vais couper ça ici. Je vais tout simplement le mettre ici. Voilà, juste à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, on revient tout simplement dans Visual Studio. Et ici, on se retrouve ici maintenant. On va importer notre fichier. Donc, pour importer directement un dataset, on a des fonctions. On a la fonction read CSV, par exemple, qui permet en fait d'importer un fichier CSV. Donc, on va venir faire df R, ou bien on va remplacer juste df. Voilà, on n'en a plus besoin du data frame de dessus. On va faire pd.read et on va venir faire read CSV. Et là, vous allez lui passer tout simplement en fait le répertoire où se trouve le fichier et le nom du fichier et il va tout simplement l'ouvrir. D'accord? Mais avant de faire ça, je vais commenter la ligne. Non, pas la commenter, je vais juste lancer une nouvelle cellule ici. Sachez que sous, voilà, sous Visual Studio, voilà, et dans tous les notebooks, même si vous utilisez Jupyter Notebook, vous pouvez utiliser tout simplement des commandes en fait, terminales en fait, dans une cellule. D'accord? Par exemple, si là je tape ls et que je compile, voilà, il m'affiche en fait les composants en fait du répertoire courant. D'accord? Donc, je peux tout simplement venir faire CD. Je vais vous apprendre en fait à déplacer le fichier qu'on a téléchargé dans un autre répertoire, dans ce répertoire-ci. D'accord? Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser la commande copie. D'accord? On va le passer le premier répertoire qui contient le fichier en question. Donc, je vais revenir dans Download ici. Je vais cliquer sur ce fichier-là. Et je vais tout simplement afficher l'ensemble de ses propriétés. Je vais venir juste dire que bon, je veux copier le chemin d'accès. Donc, je vais copier tout son chemin d'accès. Je vais lui dire que ce fichier-ci là, qui est là, voilà, que tu as copié là-bas, j'enlève toute première partie ici, voilà. Donc, ici, il faut que j'enlève ça aussi. Donc, c'est bon. Donc, ce fichier, si je veux que tu l'enlèves d'ici et que tu l'amènes ici. Donc, je vais tout ça venir ici, copier le répertoire de celui-ci. Je fais copie-paste, d'accord? Pas relatif paste, mais paste. Et je vais coller ça. Maintenant, quand vous allez coller, le temps que c'est un fichier, il va falloir que vous enlevez le nom du fichier, que vous allez vous limiter ici, par exemple, dans mon cas, à Python. Donc, vous aurez votre répertoire et c'est tout. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez qu'à lancer ça et voilà. La copie a été effectuée et voici en fait que vous avez ce truc-là qui est venu. Donc, vous avez votre fichier qui est là, qui apparaît directement. La magie, d'accord? Donc, on va déjà savoir en fait dans quel dossier est-ce que nous sommes. Donc, je fais pwd, print working directory. Et là, il m'affiche en fait le répertoire dans lequel est-ce qu'on est. OK? Et je vais déplacer en fait, je vais me déplacer du moins ça jusqu'à ce répertoire-ci. Donc, je clique sur un fichier, peu importe le fichier en question. Et je vais tout simplement copier tout simplement le chemin du fichier. Voilà. Et je vais tout simplement la déplacer comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais faire CD et je vais lancer ça. Et je vais tout simplement supprimer le nom du fichier pour avoir le répertoire. Donc, je lui dis en fait, je veux que tu te déplaces du répertoire où tu es jusqu'à celui-ci. Une fois que je lance, il m'affiche ça pour me dire que je suis désormais dans ce répertoire-ci. Je peux le vérifier avec pwd print working directory. Et là, voici le répertoire dans lequel je suis. OK? Et dans ça, en fait, je vais créer un fichier. D'accord? Donc, je vais utiliser la commande mkdir qui va me permettre de créer un dossier du moins. Et je vais tout simplement créer le dossier dataset. Et c'est tout. Et là, lorsque je fais ça, excusez, je vais supprimer ça et je vais relancer et j'ai un dossier qui se crée ici. Avant que nous utilisions en fait ce dataset-ci,
Nous allons revenir sur Google et nous allons télécharger un deuxième. Donc, on va toujours effectuer la même recherche pour voir type, d'accord? Et on va toujours switcher sur le jeu de données. On va réactualiser la page pour afficher ça correctement. Ok, et une fois que c'est là, vous allez switcher en fait sur ces données-là, d'accord? Voilà, pour voir serveur pour jeu de données. Ok, donc vous pouvez également enlever la traduction ou bien vous référer à l'image en fait que vous trouvez. Donc c'est Waiter Tips Dataset. Donc on va tout simplement l'ouvrir. Et voilà, et comme je vous ai dit, vous pouvez également lire la documentation de ce dataset-là pour comprendre un peu les différents contenants et tout ce qui tourne autour de cela. Donc on va tout simplement télécharger ça directement ici. Et voilà, donc ça vient sur ça. On va ouvrir le dossier. On va extraire. Donc on va venir faire extraire tout. Ok, donc moi je vais lui demander de le placer directement dans le dossier download. Et voici en fait ce dataset là. Donc c'est tips. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va ouvrir Visual Studio, on va ouvrir voilà, notre dataset. On va tout simplement faire un glisser déposer. Donc là, il est automatiquement importé ici. Donc lorsqu'on va cliquer sur tips, en fait, vous voyez un peu ce que ça donne ici. Sachez que par défaut, en fait, les fichiers CSV en fait s'écrivent de cette façon. Voilà, c'est comme ça que les éditeurs vont l'interpréter. Mais par défaut, en fait, Visual Studio ne comprend pas le fichier CSV. Il va falloir que vous installez certaines extensions. Vous allez seulement ici, vous tapez CSV. Et vous allez installer ces trois premières extensions, Rainbow CSV, Edit CSV et CSV tout est d'accord? Une fois que ces extensions sont installées, lorsque par exemple vous ouvrez un fichier CSV comme c'est le cas ici, vous aurez accès à ça, voilà, un Edit CSV qui va convertir votre fichier CSV en table en fait, voilà. Donc ici, vous pouvez tout simplement en fait faire des modifications sur tout ce que vous voulez. Voilà, sur l'ensemble des données. D'accord? Vous pouvez également ajouter, en ajoutant, voilà, une ligne, en ajoutant une colonne, c'est possible. D'accord? Donc, l'idée n'est pas de faire une modification, c'est tout simplement vous montrer que c'est possible. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on va tout simplement déplacer nos deux fichiers, c'est-à-dire tips et enhancer tips ici, voilà, dans dataset. Et on va tout simplement valider le mouvement. Ensuite, on va fermer ça. Et dans dataset, en fait, on va maintenant importer ce fichier-là, type ici. Pourquoi est-ce que j'ai téléchargé un deuxième fichier? Simplement parce que dans le premier fichier qu'on a ici, par exemple, si on ouvre ici, on voit que comme il nous a dit en fait, les valeurs numériques ont été mises à l'échelle. Donc, on ne pourra pas utiliser ça en fait pour de l'analyse de données, mais uniquement pour tout simplement du machine learning. Voilà, en fait, ce dataset-là est adapté pour les modèles de régression linéaire et pas seulement que pour l'analyse voilà, statistique en fait des données. D'accord? Donc ça, ce sera plus facile d'utiliser en fait voilà, des datasets où on aura seulement des valeurs entières. Voilà, on pourra faire des comparaisons de prix et tout ce qui tourne autour de ça. D'accord? Donc on va revenir déjà ici, on va dans tips ici, je vais fermer cet dataset ici et on va importer directement tips. D'accord? Donc on va revenir ici. Et là, on va vérifier un peu le répertoire dans lequel on est. Donc, on va tout simplement venir faire juste, voilà, pwd, print working directory. On va afficher cela et on est dans le bon répertoire, celui-ci en question. Donc, à partir de ce répertoire maintenant, on va tout simplement donner en fait la localisation du fichier CSV que nous souhaitons importer. D'accord? Donc, on le vient juste par ici. Et depuis ce répertoire formation complet data simple avec Python, celui-ci, on va aller dans le dossier data set. OK. Et dans ce dossier, on va tout simplement switcher sur le fichier tips.csv. Une fois que ça c'est fait, on a notre data frame qui a été importé. On peut l'afficher pour voir un peu. Et lorsqu'on va exécuter, évidemment, je vais devoir relancer tout ça. Voilà, puisque j'ai fermé l'éditeur entre temps. Donc voilà, lorsque je lance, voici un peu notre dataset. Voilà, tout y est en fait. Voilà. Alors, ce qu'on voit en fait au premier abord, c'est seulement que notre dataset n'a pas d'index. Il n'a que des colonnes et des données. Mais les index en fait sont des index numériques, c'est-à-dire des index par défaut définis par Panda. Ok? Donc, on voit en fait qu'on a le total bills, le montant total en fait, voilà, du repas, on a le pouvoir, on a le sexe en fait. Voilà, on a le smoker si vous lisez en fait les données, si on revient un peu ici, venez lire les données ici. Voilà, on nous dit en fait que voilà, le tabagisme, en fait, c'est un facteur, en fait, avec des niveaux, oui ou non, en fait, sur le groupe comprimé de fumeurs. Cela signifie, en fait, que si, par exemple, dans le repas, un des éléments, en fait, voilà, une des personnes, en fait, qui ont participé à ce repas
était fumeur, en fait, ici, on aura yes, d'accord? Donc, voilà un peu comment ça va se faire. Voilà. Ensuite, on aura, en fait, le jour où il y a eu le repas, voilà. On a également le temps, voilà, c'est-à-dire que est-ce que c'est un dîner, un déjeuner, ou tout simplement un petit déjeuner. On a le groupe, en fait, la taille, en fait, voilà, des participants du repas. On a le prix par personne. On a également le nom du payeur, voilà, qui a payé. On a, en fait, le code, en fait, client de sa carte, voilà. Et on a l'identité de paiement, le payment ID. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va donner, en fait, des index étiquetés à notre data frame. Et pour ça, on va tout simplement switcher sur une des colonnes en fait pour choisir un élément qu'on va adapter en fait en tant qu'index. Alors, rappelez-vous, un index en fait doit être déjà unique. Voilà. Par exemple, ici, si vous prenez des index numériques, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber deux fois sur la même valeur. Par exemple, 1 est uniquement ici. Vous n'aurez pas en fait une autre colonne en fait pour l'index 1. D'accord? Donc, c'est pas possible du tout. Donc, vous devez vous assurer que si par exemple vous devez utiliser une des colonnes en fait comme index, de vous assurer que la colonne en fait n'a que des valeurs uniques en fait. Voilà. Elle ne doit pas avoir de valeurs répétées. Et effectivement, le payment ID ici, si je reviens ici, excusez-moi, le payment ID, tout simplement une identité en fait, voilà, de validation de transaction. Voilà. Donc en fait, il est unique pour chaque paiement en fait. Donc il est unique pour chaque transaction. Voilà. Donc on peut utiliser en fait le payment ID comme index ici. Donc pour le faire, c'est très simple. On va venir faire df, on va pas faire juste un index comme on a fait dernièrement, ça va pas marcher. Là, c'est si on avait en fait une liste d'index que l'on souhaite passer. Mais lorsqu'on veut convertir une colonne en index, on va utiliser la méthode setIndex ici. Donc on va faire setIndex et on va tout simplement lui passer le nom de la colonne que l'on souhaite utiliser. Donc on va juste venir ici, on va copier ce nom-ci, payment ID, avec CTRL-C et on va tout simplement la coller ici. Une fois que ça c'est effectué, on peut déjà afficher df en dessous pour voir un peu ce que ça donne. Si on lance, rien n'a été fait et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement? C'est parce qu'en fait, on a modifié le data frame, mais on ne l'a pas récupéré. Donc déjà, pour affecter en fait cette opération, il faut qu'on fasse en fait df égale à ça. Et là, si on relance, ça marche maintenant. Vous voyez que là, maintenant, on a le payment ID qui est ici. Et voici un peu ce que ça va donner jusqu'ici, jusqu'à la fin. Vous voyez un peu. Donc, on a maintenant des identités en fait pour chaque transaction qu'il a eu. D'accord? Alors, il y a une autre solution, plutôt que de la récupérer ici, on a un attribut, voilà, qui s'appelle InPlace. L'attribut InPlace, en fait, n'est pas très conseillé, mais il permet en fait d'effectuer des opérations sur place. Voilà, lorsque vous passez cet attribut InPlace, vous indiquez en fait à Python en fait et à Panda que vous souhaitez en fait que l'opération soit effectuée en fait sur le data frame mère ici. D'accord, mais comme je vous ai dit, c'est pas utilisé ou du moins utilisé avec parcimonie parce que l'abus en fait de cette méthode en fait peut vous induire en erreur dans certains cas. D'accord? Alors, une fois qu'on a déjà défini notre payment ID ici avec cet index, on va déjà essayer de voir les infos. D'accord? Les infos, je vous ai dit en fait, il va vous permettre déjà de savoir un peu si vous avez des valeurs nulles dans votre data frame. Et là, on sait qu'on a 244 valeurs non nulles, donc tout est correct. On n'a pas de souci à ce niveau. D'accord? Alors, on va afficher la description. On va afficher avec describe pour voir un peu ce qu'on peut comprendre à l'intérieur. Et lorsqu'on va lancer, on voit qu'on a, on a 244 valeurs à tous les niveaux. C'est correct ici. Et là, on a des opérations statistiques, la moyenne, voilà, la standard deviation, voilà, les quatre types, voilà, le minimum, le maximum, et tout ce qui tourne autour de cela. D'accord? Alors, on va commencer déjà par les sélections de données. Supposons par exemple que vous souhaitez sélectionner juste une colonne de votre data frame, c'est très simple. Vous allez tout simplement ouvrir des crochets et passer le nom de la colonne. Par exemple, si je m'intéresse en fait à la colonne types ici, excusez, c'est type du moins, voilà, il suffit que je fasse ça. Lorsque je vais la lancer, il va me retourner juste ça. Donc, il va m'afficher en fait les index ici, payment ID. Il va m'afficher en fait l'ensemble des données de la colonne type. D'accord? Si je veux sélectionner plusieurs colonnes, c'est très simple. Je passe une liste dans la liste ici. On a une liste de moins dans mes crochets et je vais passer les noms de mes deux colonnes par ordre, bien sûr. Si par exemple je la passe ici, total, ici, bill, d'accord? Il va m'afficher d'abord par ordre, voilà, le type et on a le total bills après, d'accord? Donc l'ordre est important, voilà. Si par exemple je passe total bills ici, évidemment il sera tout simplement la première colonne de mon data frame qui sera récupérée. Donc si je l'exécute, voilà, c'est correct, d'accord? Jusqu'à la fin. Ok. Alors après la sélection, vous vous demandez en fait, est-ce qu'il est possible de supprimer en fait une colonne?
En fait, si c'est possible de supprimer une colonne, comment créer? Pour supprimer déjà, on va en créer une colonne. Je vais tout simplement venir ici, je vais commenter cette ligne. Je vais créer une colonne. Et pour créer cette colonne, il va falloir d'abord que j'ai des data. Donc, je vais venir faire en fait que data ici. Ok, donc je vais faire, en fait, je vais créer la colonne. Colonne que je vais appeler, disons simplement en fait pourcentage du type. Je vais faire en fait percentage. Voilà, je vais faire percentage type. D'accord, donc je vais faire type percentage qui sera en fait égal. D'abord, je vais récupérer. Voilà la colonne en fait de type ici. Donc, je vais faire type, voilà, des pourboires. Et je vais prendre ça que je vais tout simplement diviser par df de total bill. C'est-à-dire simplement, je vais diviser ça par le coût total du repas pour avoir un peu le pourcentage de ça. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement faire passer ça dans des parenthèses et on va dire que ça, c'est bon, tu vas multiplier juste ça par 100 et c'est tout. D'accord? Donc, si je lance, évidemment, l'opération a été effectuée correctement. On va lui demander d'afficher percentage type ici. Ici, on lance ici. Voici un tout petit peu les pourcentages. Donc là, il me dit en fait que ça fait 5%, 10% et autres. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un arrondi de tout ça. On n'a pas besoin que ça soit aussi euh, évaluatif. Excusez, j'ai une agile qui m'embête. Donc on va tout simplement venir par ici. Et je vais te dire que bon, au lieu de faire ça, je veux que tu fasses juste round. D'accord? Je vais utiliser la fonction round simple de Python. Et je vais dire que tu vas arrondir ça déjà peut-être voilà, à un chiffre près. D'accord? Un seul, ça doit suffire. Et on va le lancer pour voir. Voici, on me dit en fait que ça fait 5,9%, c'est 1, c'est 6. Donc voilà, c'est correct. Alors maintenant, on va affecter en fait ça à notre tableau DF. Par exemple, si ici on affiche DF, vous allez voir qu'on n'a pas de pourcentage type ici. Donc si je lance, vous allez voir qu'il y a une qui est là. D'accord? Donc, pour ajouter en fait une colonne, d'accord, puis c'est une colonne, c'est pas une ligne. C'est très simple, vous allez venir faire DF, vous allez passer le nom de la colonne d'abord ici. Donc là, je vais tout simplement l'afficher, je viens de dire type percentage ici, d'accord, pourcentage du pourboire. Et on va dire que c'est égal tout simplement à cette valeur percentage type. Donc, si je relance, c'est correct. Je vais descendre, je fais DF ici et je vais relancer. Et là, si vous venez jusqu'à la fin, vous allez avoir en fait le pourcentage en fait du type ici. Voilà. Donc, c'est assez correct. Alors là, en fait, type percentage est une colonne qu'on va garder, c'est une colonne ici. Donc, on va tout simplement venir ajouter une colonne factrice ici. On va répéter, je vais tout simplement dire to delete. Donc, je vais dire en fait, je vais l'appeler to delete. Pour dire que c'est tout simplement une colonne qu'on va supprimer et ça serait égal également à type percentage. D'accord, donc on va tout simplement l'afficher correctement. Et voilà. Donc, à partir de là, déjà, si je réexécute ça, je vais tout simplement taper df et je vais relancer l'exécution. Vous allez voir qu'à la fin, on a deux colonnes, type percentage et to delete. D'accord? Donc, il répète les mêmes informations. Donc, on va supprimer une des colonnes. D'accord? Donc, on va supprimer to delete. Et pour supprimer une colonne, c'est très simple. Tout ce que vous allez faire, c'est utiliser la méthode drop. Attention. Drop, en fait, va vous permettre de supprimer plein de choses. Si vous avez trouvé df.drop, regardez ce qui va se passer si vous lancez ça. Regardez, il va lever une erreur, il va vous dire en fait qu'il manque en fait des arguments. D'accord? Donc, il va falloir que nous lui indiquions en fait ce que nous souhaitons supprimer. Donc, on va lui passer le nom de la colonne que nous allons supprimer. Si je fais tout underscore delete et je lance, là également, il va lever une erreur. Il dit en fait que là, tout delete n'est pas trouvé dans l'axe. C'est très simple. En fait, la méthode drop prend deux arguments. Le premier argument, le nom de la colonne ou de la ligne que vous souhaitez supprimer. Et en deuxième argument, l'axe sur lequel il se situe. D'accord? Si là je lui passe 0, par défaut c'est à 0, il va chercher dans les lignes. Et comme dans les lignes, il ne va pas trouver une ligne du nom de toute ligne, il ne va rien supprimer, il va me dire qu'il y a une erreur. Mais si je lui passe l'axe 1, je dis que par les colonnes, et que je le lance, c'est correct, il va supprimer ça correctement. Si je viens là, il n'y a plus rien du tout qui s'affiche. Attention. Là, par exemple, si je reviens, je fais df, il sera toujours présent. Par exemple, si je relance df ici, vous allez voir que tout delete est dans df. Rappelez-vous, lorsque vous faites des opérations de manipulation, que ce soit une modification, un ajout, une suppression, il faut soit que vous utilisez l'argument in place, d'accord, soit vous utilisez l'argument in place ici, soit carrément vous tout simplement vous réassignez en fait le résultat dans la variable. Donc là, je vais utiliser simplement df est égal à ça. Et là, lorsque je vais exécuter, là, il sera définitivement supprimé.
Donc, pour supprimer un élément en fait dans votre data frame, c'est simple, vous utilisez la méthode drop en lui passant deux arguments, le nom de l'élément et l'axe sur lequel elle se situe. D'accord? Et n'oubliez surtout pas de réassigner, c'est d'utiliser l'argument in place à true pour indiquer en fait que l'opération doit être permanente. Alors maintenant, supposons simplement que l'on veut sélectionner voilà, des éléments par rapport en fait sur la ligne. D'accord? Supposons qu'on veut sélectionner par exemple cet élément-ci, voilà, cette ligne-là et avec voilà pour nom de payeur en fait Christy Cunningham, d'accord. Donc pour sélectionner par exemple une ligne en fait vous avez deux méthodes, la méthode lock et la méthode iLock. La méthode iLock en fait doit vous permettre de sélectionner un élément selon son index. Par exemple, je fais iLock ici et je vais passer l'index à 0, il va me sélectionner automatiquement Sun 2959, d'accord. Si je lance par exemple ça, voilà, il me sélectionne ça. Regardez par exemple quand il va venir dans le payer name, voilà, ça fait Christy Cunningham, d'accord? Voilà, puisque c'est une ligne que j'ai sélectionnée, il va m'afficher des éléments en couleur. Mais si vous voyez tout simplement l'identifiant, le nom du payeur en fait c'est Christy Cunningham comme tout à l'heure on l'avait anticipé, d'accord? Donc il va vous permettre de sélectionner un élément selon son index, d'accord? Son index numérique, ici par exemple comme je vous ai dit, Christy Cunningham ici. Mais si vous voulez sélectionner selon tout simplement l'index étiqueté, il va vous falloir déjà l'étiquette, voilà, Sun 2959. Et là, vous allez utiliser cette fois-ci la méthode lock et non iLock. OK? Et dans lock, vous allez tout simplement lui passer le nom. Et lorsque vous allez switcher, ça sélectionne également la même valeur. Alors, après la sélection des lignes, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter une ligne. Rappelez-vous, iLock permet de sélectionner une ligne selon son index et son index numérique. Et lock permet de sélectionner la ligne selon son index étiqueté. D'accord? Donc maintenant, pour ajouter une ligne, c'est très simple. On va venir créer, on va copier du moins une ligne d'abord que je vais appeler, voilà, F par exemple, ou à peine, ok? Et dans cette ligne, je vais dire que ça fait DF ici, ok? Et je vais utiliser la fonction iLock, par exemple, pour juste sélectionner une valeur aléatoire comprise entre 0 et 243, d'accord? Donc, voilà, 243 divisé par 2, on va se mettre à 145, par exemple, d'accord? Et là, je vais sélectionner un élément de notre data frame. Donc, si j'affiche app ici, par exemple, voici un peu ce que j'ai sélectionné, c'est 1 million, ok? Donc, on va venir prendre 1 million qu'on va venir ajouter. Et pour ajouter un élément dans notre data frame, on va faire df ici, point append ici. Et avec append, on va juste dire que je veux que tu m'ajoutes juste app, qui veut dire que Ami Nyonga. Donc, tu vas me l'afficher correctement ici. D'accord? Voilà. Donc, je vais la lancer ici et ça marche très bien. Donc, voilà un peu ce qui va m'afficher. Alors, rappelez-vous, lorsque vous faites une opération, bon, en fait, pour l'opération de l'addition, je pense pas que ça s'affecte. On va quand même venir ici, on va venir faire df.tail. On va essayer d'ajouter, de voir du moins les derniers éléments voilà, de notre data frame. On va voir que à la fin, ici, ok, ça n'a pas été appliqué. Donc, toujours, en fait, il va falloir qu'on réassigne en fait la valeur ici, ou qu'on va passer déjà une place ici. Voilà, malgré nous. Donc, bon, on va réassigner la valeur avec df.append ça. Et là, on va tout simplement venir faire que df égale à ça. Là maintenant, si on va le lancer, normalement, on doit avoir 1 million à la fin. On voit que cette fois-ci, l'affectation a eu lieu. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une modification, réaffectez toujours, réessayez la nouvelle valeur avec qui sera retournée si vous voulez avoir un bon résultat. Donc, maintenant on sait comment ajouter avec la méthode append, on va voir comment est-ce qu'on peut supprimer. Et pour supprimer un élément, on va utiliser la méthode drop. La méthode drop, en fait, fonctionne. Je pense qu'on a déjà vu ici. Ah, effectivement, on l'a vu déjà ici. Donc, avec drop ici, vous pouvez supprimer et les lignes et les colonnes. Maintenant, on va supprimer notre colonne, en fait, notre ligne avec ça. Donc, on va venir dire, en fait, que drop ici. D'accord, ici, je vais dire drop. Et ce drop là, on va lui passer déjà le nom de notre élément que l'on souhaite supprimer. Par exemple, ici, je dis que je veux que tu supprimes ça, ici, 1 million ici. Et là, ça va coincer. Regardez par exemple ce bouton qu'on aura. Si je lui passe que je veux que tu supprimes ça, en fait, 1 million en fait a été répété deux fois. Donc son payment ID a été répété deux fois puisque j'ai juste copié la ligne sans rien modifier. D'accord? Donc là, c'est une erreur. Si je demande de supprimer, il va supprimer en fait le premier 1 million qui va croiser et va continuer. Ou peut-être les deux mêmes. Donc en fait, pour éviter en fait cette erreur en fait de confusion entre
ce ID-là, 1 million ici, à l'ID X ici. Et celui que j'ai copié au niveau de l'index 145 sur ma puce, il va falloir que je change un peu ce payment ID-là. D'accord? Regardez, par exemple, si je veux sélectionner, en fait, je vais faire une sélection conditionnelle, on va faire un saut, on va revenir sur la suppression. Par exemple, on a vu en fait dans, dans, dans NumPy qu'on a tout simplement les filtrages conditionnels. Regardez, par exemple, je peux tout simplement venir en fait sélectionner l'ensemble de mes éléments. Vous allez voir un peu. On va venir sélectionner en fait, je vais venir déjà, je vais sélectionner plutôt son nom, ce sera plus facile. Donc, on va copier un million ici, d'accord? Et on va venir faire tout simplement un filtrage conditionnel, comme on a fait avec NumPy. Et je vais revenir par là, je vais dire en fait que c'est ça. Si en fait un df ici, de ça, de payer name, par exemple ici, puisque c'est le nom du payeur, voilà, df de payer name est égal en fait à 1 million. Donc, je vais dire que ce sont tous les données, en fait, toutes les lignes dans lesquelles en fait le payer name est égal à 1 million. Vous allez voir que, voilà, c'est cela cool quand je vais lancer. Voilà, il m'affiche deux colonnes. Voilà, donc il va m'afficher deux colonnes et ces deux colonnes en fait ont tous le même payment ID. Donc ils ont tous ça, la même index. Et là, c'est pas correct du tout, je vous assure, c'est une erreur qu'il faut toujours éviter. D'accord? Mais comme je suis paresseux et que j'ai pas voulu créer de nouveaux données, j'ai juste copié ces données, il va falloir que je modifie forcément ça ici. D'accord? C'est pas un problème en fait que 1 million soit répété, mais en fait, son payment ID doit être toujours différent. D'accord? Donc, on va venir un peu plus haut ici. D'accord? Et je vais modifier ça ici dans App. Lorsque je vais sélectionner App, je vais modifier le nom de App. Par exemple, si je reviens ici, je vais juste print en fait de App. Quand je vous allez afficher App ici, regardez, je vais relancer ça correctement. Et là, il va afficher d'abord ça. Regardez ce qu'il va afficher. Il affiche en fait l'ensemble des colonnes en fait, voilà, de notre ligne. Et à la fin, il va afficher ce qu'on va appeler un attribut qui va appeler name. Le name, en fait, c'est le nom de notre attribut. Donc, c'est ce nom-là, en fait, qui est utilisé comme index ici. Donc, il va falloir qu'on modifie ce nom-ci. D'accord? Donc, je vais juste copier ça ici. D'accord? Et je vais venir par ici, je vais donc remonter. Et je vais modifier juste ça, le name de app ici. Donc, je vais venir faire juste ici que app.name. Donc, quand je fais app.name, je peux lui passer un nouveau nom qui me plaît. Donc, au lieu de faire juste ça, je vais tout simplement ajouter une valeur ici. Peut-être que, quelle est la dernière valeur déjà qu'on a ici dans notre payment ID? J'ai modifié un peu les choses. Bon, donc, je vais dire peut-être 99. Voilà, je mets juste une valeur, voilà, que je sais que ça ne sera pas forcément répété. Et je vais relancer. Et là, vous allez voir que le name a changé ici. Donc, si vous venez à la fin, certes, 1 million a été répété deux fois, mais son payment ID change. Donc, donc l'index a été modifié ici. Et c'est ça qu'il nous fallait faire. D'accord? Donc, une fois que ça, c'est bon maintenant, on peut le venir. On va essayer de supprimer ça. D'accord? Donc, vous avez vu maintenant en même temps comment est-ce qu'on fait le filtrage conditionnel. Donc, je vais revenir sur ça. Voilà. Je vais tout simplement venir faire une drop. Et je vais lui demander en fait que je veux qu'il supprime sur la colonne en fait. Je vais lui donner le nom de ma chose que je veux qu'il supprime ici. Et une fois que ça c'est fait, je vais lui passer l'index. L'index par défaut c'est 0. Donc vous pouvez la passer ou la laisser quand c'est une ligne que vous voulez supprimer. Et une fois que vous allez switcher, donc je vais supprimer cette ligne et me sert pas grand chose. Et celle-là aussi. Donc je vais relancer. Et bim, lorsque vous allez la lancer, voilà, la ligne a été supprimée. Par exemple, preuve, en fait, on a 244 éléments au lieu de 245 ici. D'accord? Donc ici, lorsque vous faites un drop ici, bon, je vais tout simplement utiliser l'attribut inPlaceToJour, comme je vous ai dit ici. Donc je vais faire inPlace et je vais l'affecter à true. Une fois que c'est à true, on va revenir encore avec df.tail. On voit la queue en fait de notre data frame pour voir si elle est là. Donc si on le switch, on voit qu'il n'est plus là, il a été carrément supprimé. Donc à la bonne heure. Donc maintenant, vous savez comment on fait une suppression et vous savez comment est-ce qu'on ajoute des éléments et tout, tout, tout. Maintenant, la prochaine donnée qu'on devait faire, c'était le filtrage conditionnel, d'accord? Et on a déjà eu un tout petit aperçu de cette partie, d'accord? Par exemple, lorsque vous allez venir ici, on va quand même approfondir ça un peu. C'est comme quand on le fait sur NumPy en fait, vous pouvez déjà filtrer sur une condition. Et la condition, par exemple, tout à l'heure que j'ai affectée, c'était tout simplement que le nom du payeur soit égal à 1 million. Par contre, on peut tout simplement en fait, effectuer en fait, un filtrage sur un taux. Supposons par exemple ici qu'on veut faire un filtrage selon le pourcentage de type. D'accord? Donc on va venir en fait que je veux que si la colonne type percentage ici, d'accord, je vais la faire ici. D'accord?
est supérieur, donc je vais venir là, je dis supérieur ou égal, d'accord, à 20. Donc je dis que si c'est supérieur ou égal à 20%, alors je veux que tu me l'affiches. Donc quand vous allez lancer, il va tout simplement faire un filtrage, il va filtrer l'ensemble des pourcentages supérieurs ou égal à 20% voilà, du repas total. Donc par exemple ici, vous allez voir que à gauche, vous n'auriez que ça. D'accord? Juste des éléments ici qui seront dans ça. Ok? Alors, on peut encore ajouter une condition. Et pour ajouter une condition, c'est comme on l'a fait sur NumPy. Ça ne change pas. Vous allez entourer ça. Juste ça. Voilà. Deux parenthèses. Et vous allez utiliser le symbole et, d'accord, qu'on connaît. Et vous allez passer la deuxième condition. Cette condition, peut-être, on va juste dire ici que, voilà, et on veut dire qu'on va sélectionner ceux qui ne sont pas fumeurs. Donc, on va venir dire en fait que, on va venir faire smoker. Donc, je viens ici. Voilà, je vais donc venir ici. Je vais tout simplement dire que DFA de la colonne smoker, donc je vais dire smoker ici, est égal à false. Donc, on va dire que non fumeur aussi. Quand vous allez relancer ça, regardez, voilà, il me dit que, attention, oups, attention. Si on revient dans smoker et on revient dans notre data frame ici, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on interprète la colonne de smoker. Là, il me dit en fait que c'est no et yes, d'accord? Donc, c'est dit en fait que on n'a pas de valeur numérique, on n'a pas de valeur false. Donc, c'est à nous de faire ça. On va venir même le remplacer plus tard. Donc là, on devait dire ici non. Donc, on va dire si c'est non, je veux que tu me l'affiches. Donc, quand je vais relancer cette fois-ci, il va me trouver des données. Attention, il dit toujours non. Non, c'est non avec O minuscule ici. Et je vais relancer maintenant. Voilà. Et là, en fait, il me sélectionne l'ensemble en fait des dîners où le pourboire était supérieur à 20% et qu'il n'y avait pas de fumeur dans le groupe. Donc, vous voyez un peu ce que ça va donner. Donc, vous pouvez déjà enregistrer ça comme un data frame à part en récupérant ça, par exemple, ici. Je peux l'appeler en fait en DFA no smoke. Par exemple, je vais dire no smoke. Voilà. Et je vais tout simplement faire end. Voilà. Percentage. Ouais, bon, ça sera long. Mais tout simplement, j'ai dit que percent hands. Voilà, donc 20, donc je vais dire 20 par exemple ici, pour dire que c'est ça. Donc ça sert le data frame. Donc si je récupère ça, j'aurai un tout nouveau data frame. Donc je vais dire TFA. Voilà, donc c'est tellement ici, c'est tellement long. Donc, je vais venir dire que c'est ça et je vais lancer et voici en fait mon nouveau data frame qui est là. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le filtrage conditionnel. Vous pouvez filtrer sur plein de conditions, par exemple le jour de la semaine ou le dîner. D'accord? Voilà, ou le type de repas. Ok? Ou même peut-être la taille de personne. Par exemple, supposons qu'ici, je vais tout de même supprimer, je vais même pas la stocker. Alors, on va juste supposer qu'on va juste faire ça ici pour passer. Voilà, si je reviens ici, par exemple, et que je dis avec non seulement il doit être non fumeur, mais je veux en fait que, voilà, et là, je vais encore passer le symbole de et je vais dire en fait que forcément il faut que df de, de size, d'accord, ça c'est très important, et soit forcément supérieur ou égal à 2. Bon, disons peut-être supérieur ou égal à 3. Donc voilà, là il va m'afficher, voilà, un dataset qui correspond à ça. Donc cela signifie simplement que dans ce restaurant, dans ces 244 repas qui ont été pris dans ce resto, lorsqu'on demande en fait les repas où il y avait plus ou égal à 3 personnes autour de la table, en fait, il n'y a que 4 repas, d'accord? Voilà, donc qui a été pris. Et également, ils ont eu en fait des pourboires assez généreux, c'est-à-dire supérieurs ou égal à 20%, d'accord? Donc voilà comment on fait le filtrage conditionnel, d'accord? Alors, on a vu comment on ajoute la ligne, on va tout simplement passer à une fonction assez utile qu'on va appeler apply. La fonction apply en fait va nous permettre en fait d'appliquer un élément en fait à l'ensemble de notre data setup, d'accord? Supposons par exemple qu'on veuille, par exemple, on va remplacer euh, voilà, on va supposer qu'on va remplacer smoker ici par une valeur booléenne, d'accord? Donc, on va tout simplement venir ici. On va créer une petite fonction. Pour ça, je vais venir calmer ici et je vais exécuter ça. Je vais venir à la ligne, je vais créer une nouvelle cellule et je vais créer une fonction que je vais appeler isSmoke. Donc, je vais venir faire en fait un isSmoke ici. Et isSmoke en fait va prendre une valeur, ce qu'on va appeler val, d'accord? Et il va retourner une valeur, d'accord? Alors, euh, on va tout simplement récupérer dans val, on va effectuer un test. On va dire que if ici, par exemple, on va dire if val est égal
d'accord? Voilà, no, ici, d'accord? On va tout simplement, bon, d'abord, je vais créer une variable ici, je vais tout simplement l'appeler, euh, bon, je vais tout simplement read, par exemple, ici, et read, en fait, doit être égal, par exemple, à nul, d'accord? On va supposer que none, par exemple, je le mets en none à la base, d'accord? Et là, je vais dire que si c'est ça, je veux que tu fasses juste un return ici, euh, bon, redshift, ici, doit être égal à false, donc, pour dire que la personne n'est pas fumeur, voilà, sinon, on va tout simplement dire que, bon, je vais même pas faire ça, pas besoin de faire une valeur intermédiaire. On sait qu'on n'a que deux valeurs, no et yes, d'accord? Donc, on va dire que si c'est no, on va juste venir faire un return de false. Sinon, on va faire un return de true. Et c'est true, d'accord? Alors, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir en fait à créer une valeur ici. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va venir là, on va venir faire df ici. Et là, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler isSmoke, d'accord? Donc, je dis isSmoker. Donc, isSmoker, en fait, sera une nouvelle colonne qu'on va créer, en fait, dans notre data frame. Et cette colonne-ci, en fait, doit tout simplement avoir pour valeur une fonction qui avoir pour valeur, en fait, un ensemble d'éléments qui va résulter d'une fonction. Donc, on va utiliser la fonction apply pour ça. Et pour ça, il va d'abord falloir qu'on sélectionne la colonne qui est concernée. Et la colonne concernée, c'est smoker. D'accord? Une fois qu'on a cette colonne, on va tout simplement venir faire point apply ici. D'accord? Et on va tout simplement appliquer sur une fonction. On va lui donner en fait quelle fonction il va utiliser pour donner des valeurs. La fonction apply en fait prend en paramètre une fonction, voilà, qui doit prendre en paramètre un certain nombre d'arguments qu'on va lui passer. Par exemple, ici, il prend qu'un seul argument. Lorsqu'on va lui passer ici, par exemple, si je passe isMoke ici, je fais CTRL-C, donc je vais tout simplement passer ça ici. Simplement, je fais rien, je ne vois pas de parenthèse, je fais rien du tout. Et je vais tout simplement venir ici, venir faire DF et afficher DF. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Quand je vais lancer correctement, regardez si je viens à la fin, voilà, j'ai tout simplement cette valeur qui a été implémentée. Par exemple, vous voyez que là, quand c'est yes, là, il affiche true. Et quand c'est no, il affiche false. Et c'est tout, en fait. Vous voyez comment c'est cool, en fait. Donc, ça fonctionne. OK? Alors, pour comprendre un peu comment apply fonctionne, il va prendre en paramètre une fonction et la fonction qu'il va prendre, il va indiquer combien de valeurs il veut récupérer. Par exemple, là, on ne récupère qu'une seule valeur puisque on ne se base que sur une seule colonne, en fait, hein, de notre data frame. Donc, il va passer individuellement, en fait, chaque colonne, il va d'abord prendre la première valeur, il va passer, il va récupérer une valeur qui va enregistrer, voilà, à la même emplacement, sur la même ligne, en fait, à isMoker, jusqu'à la fin. Donc, avec Apply, vous pouvez tout simplement faire plein de choses, voilà. Vous pouvez, en fait, créer des fonctions qui vont prendre plusieurs valeurs, faire des comparaisons et donner quand même d'autres valeurs, d'accord? Donc, c'est assez intéressant, d'accord? Alors, après Apply, on va voir quelques fonctions assez intéressantes en fait qui vont nous permettre de détecter les doublons. D'accord? Alors, la fonction que je vais vous montrer, c'est tout simplement duplicative. Ok? Donc, je vais ouvrir une nouvelle colonne, une nouvelle cellule du moins. Et je vais lancer la fonction, je vais faire dfa.duplicated. D'accord? Donc, la fonction duplicated va vous retenir tout simplement l'ensemble de données dupliquées à l'intérieur. Donc, quand vous la lancez, vous retenez seulement des valeurs booléennes en fait pour savoir si la valeur est dupliquée ou non. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement utiliser ça comme un élément de filtre conditionnel. Par exemple, si je fais ça, je dis en fait, je veux que tu sélectionnes juste les éléments dupliqués pour que je vois. Voilà, je vais la lancer ici. Et là, il me dit qu'il n'y a aucun élément qui était dupliqué. Donc, en fait, toutes mes lignes sont uniques à son genre. D'accord? Alors, pour créer un doublon ici, je vais revenir au-dessus. Rappelez-vous, je vais modifier en fait quelque chose ici. Voilà, ça. Je vais modifier ça ici. Donc, je me permets de, voilà, de faire ça ici. Et de faire ça aussi. Puisque ici, je ne modifie pas le nom, la suppression n'a pas lieu d'être. Donc, je vais relancer ça. Et là, j'ai un doublon ici. Donc, je vais venir ici dans isMoker, je fais tout ça. Bon, je peux sauter tout ça. Et là, quand je vais arriver, je vais lui dire simplement que je veux que je me duplique ça. Il me dit en fait que ça, c'est une valeur dupliquée. Donc, ça, c'est un doublon qu'il y a dans ma colonne. D'accord? Dans mon dataset. Voilà. Donc, il détecte maintenant un doublon qui me dit que cette ligne est répétée deux fois. Mais une seule valeur qui change ici fait de la ligne une ligne unique. D'accord? Donc, il faudrait
faudrait que la liste soit identique à tout point en fait pour qu'elle puisse être détectée comme étant un élément dupliqué. D'accord? Alors, on a en même temps la fonction qu'on appelle le drop duplicative ici, par exemple. Je vais d'abord commenter ça. Ok, donc je vais commenter cette ligne ici. Je vais utiliser la fonction drop duplicative. Donc, je fais df.drop duplicative, duplicates. Voilà, et là, si je lance, il va simplement en fait supprimer tout ce qui était dupliqué dans ma colonne. Donc, si je lance drop duplicates et que après ça, je lance en fait, bon, je reviens ici, je vais tout simplement la déplacer vers le bas et je vais la documenter. Vous allez voir que cette fois-ci, il va rien détecter. Bon, il détecte toujours ça. Rappelez-vous toujours ce que j'ai dit pour éviter, pour que ça s'affecte, il faut que je réassigne toujours ici. Donc, quand je vais assigner la valeur, là, il détecte plus de doublons. Puisque là, j'ai supprimé tous les doublons, j'ai raffiné la valeur d'entière, donc il n'y a plus de doublons, il détecte plus rien du tout. Voilà. Par contre, si j'enlève ça et que je l'exécute toujours, bon, il faut que je l'exécute depuis cette ligne ici, puisque ça a été déjà supprimé. Donc, il faut que je lise cette cellule-là. Voilà. Et après cette cellule, si je reviens maintenant, le doublon sera toujours disponible ici. Et voilà. Maintenant, une fois que vous allez réactiver ça et que vous allez exécuter, le doublon disparaît définitivement. Après ça, il y a quand même deux fonctions assez cool que je vais vous présenter. C'est la fonction nLargest et nSmallest. Voilà, qui permettent effectivement de sélectionner en fait les n premières valeurs plus grandes et les n dernières valeurs les plus petites. D'accord? Par exemple, si je viens dire par exemple que je vais faire df point, je fais nLargest par exemple, je vais sélectionner les 5 premières valeurs les plus grandes, puis je fais là ça comme ça. Voilà, il va me lever une erreur, il va me dire en fait que je n'ai pas passé en fait voilà la colonne qu'il doit utiliser. Donc, il va falloir que je lui indexe en fait la colonne que je veux qu'il utilise pour faire le tri. Donc, je vais lui dire que je veux que tu me prennes les 5 premières valeurs les plus grandes et je veux que je te place tout simplement sur la colonne de type. Donc, je vais dire type ici. Et lorsque je vais lancer, et voilà. Donc, les 5 valeurs les plus grandes. Donc, les 5 dîners où les poubons ont été les plus grands sont les suivants. On a d'abord le dîner qui a été payé par voilà, Gregory Clark à 19 dollars de pourboire. Alex Williamson, 18 dollars. Lance Peterson, 19 dollars. On a Brian White ici qui a fait ça à 13,9 dollars. Et on a Steven Carlson à 19,5 dollars. Donc, c'est les 5 valeurs les plus élevées en fait que nous ayons. D'accord? Alors, dans le même sens, on a le N smallest qui dit en fait les valeurs les plus basses. Voilà, de pourboire. Si on va le lancer, ça va s'élever à quelques centimes. Euh, si vous venez ici, type ici, par exemple, bon, là, j'ai regardez moi, en fait, je me base uniquement sur juste le pourcentage. Donc, je vais revenir ici voilà, dans le largest, parce que je lisais même le mauvais côté. Voilà, donc en fait, c'est cette colonne-là qui a été triée, type ici. Donc, vous voyez que le pourboire s'élevait à 10 dollars et non pas à 19 dollars. Excusez-moi, ça c'était un pourcentage. Et là, on a 9 dollars, 7 dollars 58, 6 dollars 73, 6 dollars 70, d'accord? Voilà, donc on va passer maintenant à N smallest ici, qui va sélectionner les 5 valeurs les plus faibles en fait, en pourboire. Donc là, on a 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar et 1 dollar 1. Voilà. Donc, c'est les valeurs les plus faibles en fait de pouvoir que nous ayons dans notre dataset. Donc, c'est très utile en fait ces fonctions. Ils vont permettre en fait à un certain moment de sélectionner directement les données qui vous intéressent, par exemple le plus et le moins, voilà, voilà, selon une colonne assez définie. Ok. Alors après ça, la dernière fonction qu'on va voir dans cette vidéo, avant de mettre fin à la vidéo pour la prochaine fois, c'est la fonction simple, d'accord? C'est pas simple, mais sample. La fonction sample va vous permettre d'échantillonner en fait votre dataset. Voilà, si par exemple je fais sample ici et que je l'ai passé du tout, ça va pas passer, il attend au moins un argument. Voilà, donc attention, je fais df de sample. Voilà, donc quand vous faites juste le sample sans rien passer, il va sélectionner aléatoirement un élément en fait dans votre dans votre dataset, d'accord? Mais là, par exemple, je vais lui dire que je veux qu'il prenne par exemple euh, les, les 100 premières valeurs, les 100 valeurs à l'intérieur. Il va me tirer 100 valeurs, voilà, aléatoirement. Alors, qu'est-ce que sample fait? Il ne fait pas choisir des valeurs, il va effectuer un échantillonnage. Donc, si vous faites en fait sample, en anglais signifie échantillonner.
Donc, l'idée en fait de Sample, c'est que si vous avez un dataset énorme et que il vous est impossible de faire une étude sur tout le dataset, d'échantillonner en fait de façon, voilà, de façon proportionnée dans ce dataset un certain nombre de données qu'il vous faut pour ça. Par exemple, là, quand je dis en fait de me sélectionner 100 valeurs, il va m'échantillonner en fait les 100 valeurs de façon proportionnelle en fait, hein. Voilà, il va pas choisir les 100 premières valeurs, les 100 dernières valeurs. Il va échantillonner les 100 valeurs dans l'ensemble en fait de mon dataset. Donc, c'est tout simplement des valeurs qui seront cohérentes en fait à l'ensemble en fait de notre dataset. D'accord? Donc, c'est carrément une petite entité de notre grande entité. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a deux façons en fait d'échantillonner. Vous pouvez déjà passer une valeur numérique comme je l'ai fait ici. Voilà, vous dites le nombre de mots que vous voulez. Vous pouvez tout simplement échantillonner en fractions. Ce qu'on va appeler des fractions. C'est comme tout simplement en fait voilà, c'est comme un pourcentage. Je dis en fait que je veux qu'il échantillonne à 0,2. Il va en fait échantillonner à 20%. Si je lui dis en fait d'aller à 50%, il doit me qu'on a 244, il doit m'amener en fait 122 normalement. Voilà, donc si je switch, voilà, ça fait 122 lignes. D'accord? Donc, les fractions permettent de sélectionner, d'échantillonner en pourcentage. Donc, je vais mettre fin à cette vidéo. Il y aura une troisième partie pour Panda. Et dans cette troisième partie, on va finir en fait avec les fonctionnalités de Panda. Et on va carrément faire une étude en fait de notre dataset ici. On va faire une étude exploratoire de ces données pour voir un peu comment est-ce qu'on peut orienter carrément une étude scientifique de données. Donc, je vous donne un dos à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Avant de mettre fin à la vidéo, je tiens à le préciser à nouveau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous surtout en fait afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Ciao.